Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue. Et je vous accompagne vers un bien-être au quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler émotions. En colère, triste, surexcité. On a pas mal d'émotions auxquelles on va devoir faire face, notamment avec nos enfants. On va tenter de répondre aujourd'hui à cette question. Comment gérer les émotions de nos enfants? Comment les aider à mieux les gérer? Pour cela, nous avons invité Marie-Alix Michel. Marie-Alix, bonjour. Bonjour Elisa. Alors, ton métier est principalement lié aux émotions. Tu es kinésiologue. En quoi ça consiste? Alors la kinésiologie, c'est une technique dans laquelle on va s'intéresser à l'être humain dans sa globalité. Donc effectivement, la partie émotionnelle, mentale et aussi corporelle. Voilà, on a une approche où on va vérifier qu'il y a du mouvement, parce que kinésis en grec c'est le mouvement. On va s'assurer que le mouvement entre ces trois plans qui nous constituent se fait bien. Donc dès lors qu'on a une émotion qui est cristallisée, qu'on n'arrive pas à libérer, ça peut venir s'inscrire dans le corps. Donc on va falloir peut-être le libérer par des points d'acupressure, par différentes techniques où on passe par le corps. D'autres douleurs, au contraire, on va venir les traiter par s'intéresser aux croyances limitantes, aux autosabotages sur le plan mental. Où on va libérer une charge émotionnelle négative qui nous empêche du coup de nous sentir bien dans notre corps. D'accord, donc en fait, on vient te voir avec une problématique dont on a conscience ou pas forcément, qui va induire des choses dans le corps, c'est ça? Oui, parce que tout est lié. Tout est lié et donc il y a des spécialistes du corps, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, il y a des spécialistes de la psyché, les psychologues, donc eux ils vont agir sur le plan émotionnel et mental. Et moi je vais voir comment je peux m'intéresser à ce que l'équilibre soit rétabli entre ces trois plans. Et on vient avec une problématique concrète. Et moi, c'est le corps qui va m'indiquer par quelle technique, par quelle approche on va passer pour venir rapporter l'équilibre. Donc les gens viennent avec des douleurs physiques, avec soit un schéma répétitif, ils ont bien conscience qu'ils tombent toujours dans le même type de relation, ou le comportement d'un enfant surexcité, ou qui a des difficultés à gérer ses émotions. D'accord, tout à fait. Donc on parle principalement effectivement d'émotions. On a vu, tu viens de l'expliquer, on peut juste avoir une problématique dans le corps, mais ne pas avoir fait le lien avec une émotion, justement. Exactement. Et ça peut nous aider à en prendre conscience déjà. Exactement. Parce que lui, le corps, il est lié à tous ces trois plans. Donc, alors que la psyché a tendance à un peu se dissocier et à pas mettre dans la balance la dimension corporelle, le corps, lui, il enregistre tout et il est capable de nous indiquer que derrière, il se passe un problème émotionnel ou un blocage sur le plan mental. D'accord. Donc c'est aussi une autre technique effectivement pour aller gérer sans pour autant aller traiter au niveau médical. Je donne un exemple précis, un enfant qui a toujours mal au ventre. Oui. On a déjà testé les médicaments, on a testé plein de choses, mais il y a rien qui fait, ça revient tout le temps. Voilà. Ça peut être un moyen de venir chercher la cause de ce problème. Ouais. Très bien. Très bien. La cause émotionnelle, et est-ce que c'est chez lui, est-ce que c'est chez ses parents, et comment on va pouvoir mettre des outils en place pour faciliter, si effectivement il n'y a pas de pathologie physique, que le médecin a fait les explorations nécessaires et a posé que physiquement ça va bien, c'est qu'effectivement il y a quelque chose de l'ordre émotionnel ou mental qu'il faut aller Tout à fait, parce que souvent les médecins vont nous envoyer aussi vers d'autres techniques, notamment de relaxation, parce que la médecine va s'arrêter à une prescription médicale, en sachant que les prescriptions peuvent être des prescriptions de bien-être pour parvenir à chercher un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un élément qui peut être intéressant quand on arrive à bout de différentes techniques, d'aller chercher autre chose. Tout à fait. D'accord. Alors, on parle d'émotion, mais en fait, c'est quoi finalement une émotion? L'émotion, elle se situe entre justement ce plan mental et le plan corporel. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est à cheval donc entre ces deux plans, parce qu'à la fois, il y a un ressenti corporel dans l'émotion, et à la fois, il y a
une pensée et quelque chose sur le plan mental. Donc elle est vraiment entre ces deux émotions-là, et c'est une réaction physiologique du corps et qui va se traduire après dans la pensée. Et une émotion, c'est une messagère. C'est une messagère. Et ça nous transmet quelque chose, une information. Exactement. Et on a tendance à dire qu'il y a des émotions positives, négatives, alors que c'est plutôt la réaction émotionnelle derrière qui est différente. L'émotion, c'est simplement un messager. On a tendance à tirer sur le messager, alors qu'en réalité, elle vient nous délivrer un message qui nous apprend sur nous, sur notre façon d'être en rapport au monde, parce que c'est une réaction à un stimuli extérieur, à une émotion. C'est mon environnement qui est comme ceci, et du coup, moi, ça me fait, je me sens en colère par rapport à l'attitude de mon conjoint ou de mon enfant, ou etc. Et plus j'apprends à lire le message de cette colère que je ressens, plus ma réaction émotionnelle sera appropriée et en fait bénéfique pour l'ensemble du système. Ma relation avec l'enfant, si je sais que la colère m'indique qu'il y a une injustice ou qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, je vais pouvoir le verbaliser en douceur sans basculer dans une réaction émotionnelle de cris ou voilà. Tout à fait. Donc, on va venir gérer, en fait, la réaction exagérée à cette émotion. On sait bien que nous, êtres humains, nous sommes des êtres d'émotions. Donc, les émotions sont logiques. Elles doivent être présentes. Tu rencontres aussi des personnes qui n'ont pas d'émotions, qui sont vraiment... Ça peut arriver quand on a bien intégré le message de la société qui veut nous faire couper avec cette dimension-là. Alors qu'en réalité, effectivement, nous sommes des êtres d'émotions. Voilà, c'est vraiment... la vie, elle fait comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Tous les jours, c'est comme ça. Et on doit apprendre à gérer avec cette fluctuation qui est naturelle parce que la vie, c'est le mouvement. Tout à fait. Et dès lors qu'on rigidifie face à une émotion, qu'on veut plus laisser entrer les émotions, qu'on veut se dissocier des émotions, alors là, effectivement, c'est parce que il y a eu soit un trauma à l'origine ou quoi. Et c'est pas une réaction naturelle de l'homme. Il va falloir rebrancher ça. D'accord. Cette faculté de l'homme à interagir avec son environnement, c'est grâce aux émotions aussi. Donc il faut les ressentir, les accueillir et les laisser nous traverser. Parce que la bloquer, c'est une illusion. C'est quelque chose... C'est un retardateur. C'est un retardateur. Ça éclate. On voit un vase qui se remplit. Au bout d'un moment, ça doit sortir. Exactement comme ça. Parce qu'on est fait pour être traversé par les émotions. Donc, plus on se familiarise et on est à l'aise avec le processus de je ressens une émotion, c'est une messagère, je vais comprendre le message qu'il y a derrière et réagir en conséquence, plus la vie elle va être souple et en mouvement. Plus je vis une émotion et je cherche à la bloquer, pas la voir, essayer de faire que ça va pas rentrer, à un moment donné, le corps, effectivement, il explose. Il y a des réactions émotionnelles complètement disproportionnées et qui sont complètement imprévisibles tout d'un coup, quoi. Alors, autant les enfants que les adultes, on peut avoir des difficultés justement à gérer ces émotions. Est-ce que les enfants ont plus de difficultés à gérer que les adultes ? C'est sûr, puisque nous, les adultes, on a a priori, à partir de 25 ans au moins, un cerveau mature. Un enfant a un cerveau immature, donc il n'a pas la capacité de réagir comme un adulte aux émotions. Et nous, avec notre cerveau adulte, on a tendance à interpréter les réactions émotionnelles des enfants, alors que eux, ils vivent l'émotion à 100%. Sans cette construction du cerveau qu'on met en place à partir de 6-7 ans, qu'on commence à mettre en place à partir de 6-7 ans. Donc, ils n'ont pas la possibilité de gérer les émotions. Moi, cette gestion des émotions, je l'appelle plutôt accueillir les émotions. Oui. Parce que la gestion, c'est encore... on voudrait contrôler, canaliser, etc. Alors qu'en réalité, il suffit d'être réconcilié avec ce message émotionnel pour adopter la réaction appropriée. Exactement. D'accord, très bien. Comportementale. Donc, on a une immaturité au niveau du cerveau des enfants. Oui. On n'oublie pas que les enfants sont des êtres en construction.
Donc effectivement, c'est un élément très important à savoir. Dire à un enfant, mais n'aie pas peur, tout va bien, il y a pas de, c'est pas normal d'avoir peur, calme-toi. Moi, j'ai souvent entendu qu'un enfant ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui est imaginaire, exactement. Les contes pour enfants, justement, peuvent servir à s'approprier des émotions. Tout à fait. En kinésiologie, j'utilise notamment les contes de Jacques Salomé. Qui sont contes à guérir, contes à grandir. Ouais, il y en a plusieurs tomes, etc. Jacques Salomé, c'est psychiatre, et donc spécialiste de la relation humaine. Et il a écrit ces contes qui ont une vocation effectivement à nous faire comprendre le message, à une émotion qui est cachée sous une histoire. Et ça parle beaucoup à l'enfant parce qu'on va lui raconter une petite histoire et en réalité, ça va mettre en lumière des parties invisibles de cette histoire que les parents sont venus déposer à mon cabinet pour dire face à ce comportement, on est dépassé, on est submergé. Et en fait, moi, je vais utiliser le test musculaire pour choisir le conte. C'est pas avec ma tête que je le fais. Je suis pas psychologue. C'est le corps qui va nous amener vers la bonne petite histoire pour que l'enfant entende des mots qui vont venir effectivement parler à son inconscient et rétablir venir apaiser des cicatrices émotionnelles, tout ça. Voilà. Donc l'enfant va réagir à ton conte et avec ça, tu vas pouvoir aller chercher quoi en fait? Les parents vont comprendre à travers l'histoire parce que on a des lectures différentes, les adultes et les enfants. Ouais. Donc l'enfant, lui, c'est l'inconscient qui va enregistrer et le travail va se faire en douceur comme ça. Les parents, ils verront peut-être des comportements chez eux qui pourraient peut-être venir rectifier, qui pourraient venir améliorer, on va dire, plutôt que rectifier. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre en conscience, mettre en lumière certaines difficultés, certains stress qu'ils ont, pour venir le travailler chez eux aussi. Oui, parce que c'est eux qui sont responsables de l'enfant. Tout à fait. Est-ce que tu dirais que ces émotions, elles sont déjà présentes avant la naissance? Oui, en préconceptionnel, c'est sûr. Les 9 mois avant la conception, tout l'environnement des parents va être important. La situation familiale, financière, professionnelle, l'entente du couple, le désir d'enfant, l'infertilité, tout ça, ce sont des paramètres qui vont créer un climat, une ambiance lors de la conception et qui va s'inscrire dans le corps nécessairement, puisque comme tous ces plans sont liés, encore une fois, il y a rien n'est cloisonné, et donc ça induit quelque chose dans l'ADN, et du coup, on est 50% papa, 50% maman, donc on vient apporter chacun notre ADN et ça vient marquer au moment de la conception ce qui s'est passé avant. Et même dans l'histoire des parents, des blessures qui n'ont pas été guéries chez les grands-parents. Ça, maintenant, les neurosciences et même les sciences, les psychiatres ont pu venir démontrer les traces émotionnelles. On peut les mesurer dans l'ADN. Je suis pas une spécialiste, mais du coup, c'est plus de l'ordre d'une supposition ou quoi, c'est vraiment démontré qu'on vient donner son bagage émotionnel quelque part qui n'a pas été nettoyé. Il y a un héritage émotionnel à l'enfant. Et souvent, entre 0 et 7 ans, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, c'est souvent du transgénérationnel qui est relié. Évidemment, l'enfant va vivre ses propres blessures aussi à cette période-là. Mais souvent, il vient mettre en lumière ce que les parents n'ont pas suggéré, n'ont pas vu non plus. Bah oui, n'ont pas vu pour l'instant et qui vont pouvoir venir travailler aussi à leur tour, voilà. Et oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Les enfants sont des éponges notamment, mais aussi sont les miroirs de leurs parents. Exactement. Donc c'est vrai que quand on voit un enfant arriver avec une problématique, on travaille avec le parent aussi. Oui, tout à fait. Déjà parce que à propos du test musculaire. Avant l'âge de 4 ans, j'aime bien les laisser jouer dans la pièce, etc. Donc de la même façon que quand je suis face à une personne qui est tétraplégique, donc il n'y a pas de tonicité musculaire, je vais avoir besoin d'un transfert, d'une personne qui va se prêter à ce test musculaire pour que je puisse dialoguer avec le corps. D'accord. Donc l'enfant de moins de 4 ans, je vais le laisser jouer dans la pièce. A priori, à partir de 4 ans, il y en a plein qui sont intéressés, qui ont envie de jouer le jeu, donc qui vont
venir s'allonger, qui vont venir déposer et qui vont comprendre qu'il y a une tonicité, et puis ça déverrouille, et puis donc on va les intéresser là-dedans. Et après, à partir de 4 ans, c'est sur l'enfant, et avant ça, c'est sur les parents en général, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des fois où vraiment tu comprends que l'enfant n'a pas franchement besoin, mais que c'est vraiment le parent qui doit être en recherche d'équilibre, on va dire? Souvent, c'est le cas, oui. Et puis, du coup, on va en parler pendant la séance. Il y a possibilité aussi que on bascule, on switch au cours de la séance et on vienne travailler directement une émotion chez le parent. S'il y a besoin de plus, on se revoit. Voilà, c'est effectivement... souvent, c'est la maman qui m'amène l'enfant, et parfois, après, je vois le papa. Je vais arriver aussi en séance. Et puis après, je vois les deux en même temps. Et du coup, c'est toute la famille qui est là et qui entend le message et qui vient dénouer cette histoire, poser des mots sur ces émotions qui sont bloquées quelque part, soit dans le corps, soit dans une croyance limitante. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On a un programme familial qui est là, qui est présent. On n'en a pas forcément conscience puisqu'on l'a aussi reçu de nos parents, qui l'ont reçu de leurs parents, etc. Quand il y a des non-dits aussi dans les familles, ça peut gérer des émotions qui ne sont pas comprises. C'est vrai que dans mon métier, je rencontre beaucoup d'enfants qui sont très, très instables, où les parents semblent tout à fait équilibrés, mais ils sont aussi en... Comment dire ? Ils ont un filtre qu'ils ne veulent pas forcément voir. C'est le moment c'est le moment de dénouer un petit peu tout ça pour eux, de leur expliquer. Ouais, qu'avec plus de clarté et de dialogue ouvert, en fait, au final, on va arriver à dénouer des choses qu'on essaie de cacher parce que ça se fait pas ou quoi que ce soit, ou la société dit que ça se fait pas. Et en fait, en venant poser des mots simplement, ça vient dénouer des problèmes qui pensent chez leurs enfants, alors qu'en réalité, c'est eux aussi qui vont trouver un apaisement dans leur propre vie. C'est intéressant parce que c'est vraiment une technique qui peut être complémentaire aux séances de psychologie. Oui. On va aller chercher un petit peu plus loin que les mots, puisqu'on n'a pas forcément les mots pour expliquer ça. Voilà, faut faire confiance au corps. Lui, il va nous guider avec son langage un peu direct, parce que j'utilise différents outils, et si on n'utilise vraiment que la tête pour essayer de chercher le mot, qu'est-ce que ça veut dire, etc., on le trouve pas forcément. Mais si on vient avec une ouverture d'esprit, on laisse le mot résonner, peut-être qu'en fait, on va se dire, tiens, ça me fait penser à ça. Et au fil des associations d'idées, on recrée, on comprend l'histoire, on vérifie avec le corps que c'est juste. C'est vraiment ça qu'on voulait mettre en lumière. Et a priori, il se passe des belles transformations derrière. Ouais. Super, super. Donc, tu as parlé tout à l'heure, tu travailles aussi avec des tétraplégiques, donc eux, ils peuvent pas bouger, tu peux pas faire de test Mais le test musculaire est pas possible, ouais. Effectivement. Donc, tu vas travailler avec l'entourage. Une personne de confiance qui choisiront pour que je puisse dialoguer avec le corps. Sinon, il s'agit d'une autre technique. Moi, je peux pas, en tant que kinésiologue, je suis pas médium, je vais pas canaliser, j'utilise pas des techniques de psychologie pour, donc j'évalue et donc j'applique cette théorie ou je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. C'est pas de la magie. Non, tu travailles très vraiment cartésien, avec en fait. ce que le corps veut bien t'envoyer comme information. Voilà, c'est cartésien. C'est vraiment basé sur le test musculaire. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu en quoi ça consiste ? Je suis aujourd'hui modèle, donc moi aussi je découvre. Ouais. Donc explique-nous un petit peu ce que tu vas nous faire. Alors, si tu veux bien te rapprocher un peu et me donner tes bras, on va voir comment le test musculaire il est relié sur les 3 plans dont je parlais justement. Là, j'ai un point de verrouillage parce que tu as une tonicité musculaire des deltoïdes antérieurs qui fait que tu maintiens malgré la petite pression que j'exerce sur tes bras. Ok, ça c'est mon point de test de verrouillage naturel. Sauf que tu vois, je vais vérifier sur le plan corporel la connexion neuromusculaire en venant raccourcir les fuseaux neuromusculaires du deltoïde antérieur. Et je viens écouter le corps dans sa réponse, qui est une réponse de déverrouillage. Voilà. Donc là, je sens vraiment que mes bras sont plus détendus. Exactement. Alors que quand je vais venir détendre les fuseaux neuromusculaires du deltoïde antérieur, ce qui se passe, c'est que là, tu vois, je peux exercer toute la pression, que je veux. C'est revenu. T'es revenu sur un maintien classique de ta tonicité classique. Okay. C'est simplement une réaction
aux stimuli extérieurs physiologiques et une réaction du cerveau qui renvoie une réponse et donc qui induit ce mouvement. C'est une connexion neuromusculaire là qu'on vient de vérifier. Donc on a vérifié que le test musculaire, il répond sur le plan corporel. Maintenant sur le plan émotionnel, je veux bien que tu me donnes un bras s'il te plaît. Merci. Voilà, tu vois, on a un point de verrouillage. Maintenant je t'invite à regarder ici et me dire comment il est ton bras. Alors c'est un visage qui sourit, hein. Ok. Est-ce que ton bras il maintient? Oui. Ok, il est verrouillé. D'accord. Maintenant, ah oui, peut-être te montrer. Ah, celui-là, il est vraiment pas sympa, je l'aime pas. Voilà. Et celui-là, du coup, ça va venir déverrouiller le muscle. Génial. Quand je te montre celui-ci, ça verrouille. Tu sens la différence? Oui, tout à fait. Voilà. C'est impressionnant. Ça nous montre que le test musculaire, il est vraiment relié sur le plan émotionnel. Dès lors que tout va bien, je garde ma tonicité naturelle, musculaire naturelle. Et dès lors qu'il y a un stress, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, le corps est déjà beaucoup plus lâche. En fait, le muscle va déverrouiller sous l'effet du stress émotionnel. Alors, ça voudrait dire que quand on fait du sport, on est dans le stress, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de l'enfant. On a des enfants qui peuvent être un petit peu tout mous, qui se font mal, qui ont des réactions un petit peu particulières. Ça joue ça aussi? Ça, faut le vérifier parce qu'il n'y a pas là, on ne peut pas être sur une généralité complète. Dans le sport, c'est autre chose que là, ce qu'on vérifie. L'apathie de l'enfant, il peut dire plein de choses en fait en kinésiologie. C'est pas nécessairement du stress émotionnel. D'accord. C'est peut-être tout simplement mental. Il faut rebrancher des connexions neuronales parce que le sport, peut-être qu'il y a un vécu, forcément il y aura de l'émotionnel, il y aura un vécu stressant en génération ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ça fait que cette émotion, elle a débranché quelque part une faculté neuronale, une capacité naturelle qu'on a à se mouvoir. D'accord. Et on peut venir, grâce à des mouvements, bizarrement, en kinésiologie, venir rebrancher ça pour évacuer le stress aussi en lien avec ça, le stress émotionnel en lien avec ça. D'accord. Donc, pour en venir à la problématique, en fait, là, tu as fait un premier test pour voir la réponse du corps face à ces deux émotions principales. Comment tu continues ensuite? Ensuite, je vais montrer sur le plan mental que le test musculaire aussi, il est relié sur le plan mental. Est-ce que tu pourrais me dire, alors je prends mon point de verrouillage, voilà. Est-ce que tu peux me dire, je m'appelle Joseph? Je m'appelle Joseph. Ok, tu sens que ton... Je m'appelle pas Joseph, j'ai menti. Est-ce que tu peux me dire, je m'appelle Elisa? Je m'appelle Elisa. Ok, tu sens que il y a bien deux réponses de ton corps. Une réponse, tu peux regarder. Une réponse de, il n'y a pas de stress, je m'appelle Elisa, ça tient. Et je m'appelle Joseph, évidemment, c'est pas toi, donc c'est pas un détecteur de mensonges, c'est juste que ce n'est pas aligné. Moi, j'aimerais l'utiliser quand même en détecteur de mensonges, ça peut être sympa. On a un code de déontologie, les kinésiologues certifiés avant un code de déontologie. As-tu mangé tous les chocolats? Non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Non, surtout pas, parce que pour le coup, là, c'est vraiment une dérive de la kinésiologie. Ouais. Effectivement, oui, il peut y avoir... C'est possible. Ouais. Mais moi, c'est pour ça qu'au début de ma séance, on va commencer par encadrer le sujet aujourd'hui. Pourquoi on voit l'enfant aujourd'hui? Il a des réactions émotionnelles complètement disproportionnées aux yeux des parents. Il a une difficulté de sommeil, voilà, un réveil tous les jours à telle heure, etc. Et on pose ce cadre-là, et mes questions en cours de séance, elles sont que autour de ça. D'accord. Même si on revient en période, justement, 3 mois avant la conception, est-ce qu'il ne se serait pas passé quelque chose ou quoi, de cet ordre-là, de cette émotion-là ou quoi. C'est en rapport avec le problème de sommeil, avec le problème en question. D'accord. Et quel que soit l'âge de l'enfant va être dans la compréhension de ce qui se passe? Son inconscient, il est toujours là, hein, de toute façon, et l'inconscient, c'est quand même 90% du job, donc ça vaut le coup parce que le conscient c'est seulement 10%. Donc les mots ou pas pour comprendre, il le sent aussi vibratoirement dans l'énergie des mots, dans la sécurité qu'il ressent aussi des parents, parce que ce qu'on met souvent en lumière en séance de kinésiologie, c'est que les parents, c'est leur stress qui se transmet sur les enfants. Et à partir du moment où on vient resécuriser l'adulte, qu'on vient apaiser ses blessures émotionnelles et que
on lui apprend que voilà, quand l'enfant il est dans une réaction émotionnelle ingérable, et ben souvent c'est l'adulte qui va pouvoir se remettre en sécurité pour sécuriser l'enfant. Et ça va venir apaiser et détendre les tensions. Oui, tout à fait. Alors je reprends l'exemple du conte. On va lire un conte à son enfant avant de s'endormir. Alors tout le monde sait bien que dans les contes, il y a des choses qui font un petit peu peur, il y a des choses... On va les générer des émotions. Alors j'ai des parents qui me disent mais mon enfant, je peux pas lui lire quoi que ce soit comme histoire, il est toujours il fait des cauchemars après, il est toujours dans l'anxiété. Est-ce que tu aurais des petites astuces pour pouvoir lire un conte tout en sécurisant l'enfant? Ok, alors il faudra peut-être voir un peu quel type d'émotion. Est-ce qu'il y a un facteur commun? Est-ce que ça, on peut le demander au corps pour avoir une réponse plus directe. Ouais. Mais sinon, le parent peut aussi observer. Est-ce que c'est la peur, l'émotion qui est la plus angoissante pour le coup, ou est-ce que même un conte dans lequel les héros ils vont faire beaucoup de choses, etc. Donc la surstimulation intellectuelle de l'enfant qui va créer un imaginaire débordant et voilà. Donc donc faudrait retrouver quelle est l'émotion derrière ça et après l'expliquer simplement en travaillant sur cette émotion justement. Quand on aura débloqué au niveau de l'émotion, a priori l'enfant il va être plutôt friand de nouvelles aventures qui font peur ou qui créent des émotions qui jusqu'à là étaient compliquées. Parce que c'est compliqué, parce que c'est figé. C'est pour ça que je vous expliquais qu'en fait je me remets du mouvement, c'est que là où ça fige, il y a une réaction émotionnelle de stress, de panique, de cauchemar systématique derrière une histoire. Mais en fait normalement, on doit pouvoir lire des trucs et c'est cool. Ok, donc on va pas s'arrêter à là. Bon, ça lui fait peur, je ne lis plus, mais plutôt pour essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Mettre un mot sur l'émotion qui a été générée et aller la remettre en mouvement pour qu'elle soit bien acquise. Exactement. Ça. Et ça, on peut avoir une réponse plus directe avec le test musculaire que de faire l'effort intellectuel. Alors, c'est quoi le point commun entre l'histoire du petit poussé, du petit chaperon rouge et voilà. C'est quoi l'émotion qu'il y a derrière ou la blessure ou quoi, le corps il va nous répondre directement en kinésiologique parce que j'ai plein d'outils qui me permettent justement d'avoir... Très bien, donc on va aller déjà beaucoup plus vite en venant te voir et on va comprendre assez vite que ça nous concerne aussi. Oui, c'est ça. C'est que on a grandi, on a oublié qu'en fait ça nous a posé problème longtemps. Donc en fait c'est une problématique qu'on a bien vu un de nos parents porter aussi. Parce que ça remonte aussi chez les grands-parents. Tout à fait. Parce qu'en génération, soit on reproduit le comportement, soit on va contre, jusqu'à ce qu'on vienne équilibrer les choses et qu'on choisisse notre comportement en reprenant ça c'était bien dans mon éducation et ça, je préfère m'en éloigner un petit peu. C'est ça, je veux faire autrement. Voilà. C'est vrai qu'on n'oublie pas qu'en tant que parent, on va aller chercher toutes les informations qu'on a ingérées, on va dire. C'est un mot un peu fort, mais c'est aussi ça. On a ingéré plein de choses et on va aller le remettre à notre sauce, avec du positif, du négatif. C'est aussi le jeu du parent. On est en apprentissage, nous aussi. Et puis, on va aussi aller au secours de nos émotions qui étaient bien présentes en tant qu'enfant et qu'on a cachées, qui surviennent avec nos propres enfants qui nous font miroir. Donc, c'est une aventure familiale, finalement, la kinésiologie. C'est intéressant, voilà, cette approche de miroir, effectivement. Les enfants viennent mettre en miroir les blessures qu'on n'a pas encore guéries. Donc, ça arrive souvent qu'on aille travailler justement à guérir l'enfant intérieur au cours d'une séance de kinésiologie, mais chez le parent. Oui, ça peut soulager les grands-parents, même s'ils n'étaient pas dans la séance. C'est une histoire de lignée et du coup, comme c'est l'épigénétique l'a prouvé, et aussi pareil, ça vient modifier le lien complètement de la branche complète. Et du coup, il y a aussi cette histoire de à la fois miroir des enfants et de leurs propres neurones miroirs, parce qu'ils vont reproduire ce que nous on fait. Et souvent, on se dit non, je comprends pas, il réagit comme ça et ça. Et en fait, si on se regarde soi, on voit qu'on a cette insécurité chez soi. Oui. C'est là que c'est intéressant de venir faire le travail. Voilà. Après, en tant qu'adulte, tout à fait. pour le travail dans tous les sens.
Exactement. On n'oublie pas que la sécurité, c'est un élément important pour que l'enfant puisse grandir. Quand nous-mêmes, on n'a pas été sécurisés, il va y avoir des choses qui vont être compliquées chez l'enfant aussi. Ouais. Donc, prendre conscience de tout ça et puis évoluer au fur et à mesure avec ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est fondamental. Là, la sécurité, notamment avec la théorie polyvagale, on va venir travailler avec la respiration, qui est un outil très puissant pour venir se remettre en sécurité physiologique. D'accord. Et on voit que la sécurité physiologique, donc apaiser mon système cardiaque, nerveux, grâce à la respiration, ça vient venir aussi libérer sur le plan émotionnel. Comme nos corps, ils communiquent de système nerveux à système nerveux pour s'envoyer l'information, est-ce que je suis en sécurité ou pas, on vient se réguler ou se déréguler, ça va se passer avec l'enfant. Voilà. Quand on arrive du coup à se mettre en sécurité chez soi, on va mieux gérer la colère de l'enfant au supermarché ou je sais pas quoi. Voilà. Tout à fait, parce que quand l'enfant est dans une émotion, nous aussi, ça va nous faire rentrer dans notre propre émotion. Exact. Et on va monter au fur et à mesure. C'est l'échelle des émotions. C'est ça. Donc oui, il faut savoir reprendre ça en main, de la respiration. Et par exemple, c'est un outil qu'on n'a pas besoin de réfléchir a priori. C'est juste je me replace dans ma respiration et je viens apporter la sécurité à l'enfant. Voilà. Une fois que moi, je me sens en sécurité. Si je sens que je suis dépassée par une émotion, il vaut mieux que j'aille m'isoler un petit peu, dans la mesure du possible. Oui. J'essaie de m'isoler un petit peu et je reviens au calme et je viens discuter, justement, ou alors en partant, je vais lui dire, là, je me sens très en colère, j'ai besoin de prendre un petit temps. On lui parle d'émotions, de besoins. Oui. On lui montre l'action appropriée. Et du coup, petit à petit, les choses se mettent en place comme ça. Oui, parce qu'expliquer à son enfant que nous-mêmes, on peut être dans une émotion qu'on a du mal à gérer dans l'instant présent, c'est aussi formateur pour lui. Il n'est pas le seul. Et oui. Grâce au neurone miroir, après, il va mettre en place le même comportement. C'est pour ça que je disais que vraiment, avec la réaction de l'enfant, on ne voit pas que chez soi, en fait, on a ça aussi. Oui. Et c'est ça que la kinésiologie aussi peut apporter, c'est vraiment renouer avec cette part de soi et aller la guérir en profondeur, aller rassurer l'enfant en soi qui a peur quelque part, aller consoler la tristesse, aller faire s'exprimer la colère, réparer l'injustice qui a été commise. Génial. Donc une fois que tu as fait tes tests, une fois que tu as parlé au corps, on va dire, tu vas donner des exercices particuliers pour... Oui, là aussi c'est le corps. Hein. Je testerai toujours aussi quel est le mouvement approprié, quel est le petit exercice qu'on peut mettre en place pour justement venir avoir des outils à l'instant T, quoi. Alors, il y aura des outils qu'on va travailler quotidiennement pendant 21 jours, le temps du renouvellement cellulaire, pour venir travailler un nouveau comportement, même si l'émotion se présente pas, etc. C'est vraiment il y aura un petit entraînement de base tous les jours pendant 21 jours. Et après, des petits outils pour à l'instant T, il se passe quelque chose, on a ça comme ressource. Alors, je précise que, comme dans toutes les techniques qu'on a déjà vues, en méthode 3C, en réflexe archaïque, on est un peu dans les mêmes choses. Voilà. On a des exercices à faire tous les jours. Je sais que ça peut être contraignant, mais c'est très important pour que le cerveau puisse s'approprier les nouvelles informations. Qui renforce la connexion neuronale qu'on a mise en place au cours de la séance, en fait. Parce que tout ça, c'est une question de comportement automatique du cerveau reptilien qui va avoir un stimuli extérieur et qui va du coup donner une réaction automatique. Et nous, on vient en séance choisir un nouveau comportement. Et pour pouvoir le mettre en place de façon durable, il va falloir l'entraîner, effectivement. Donc, muscler, muscler, c'est bien le mot muscler. Muscler le réseau neuronal qu'on a mis en place. Parce que jusque-là, il était habitué à faire telle réponse face à telle réaction, tel stimuli. Et en fait, on va dire, maintenant, à partir de maintenant, ce stimuli, je veux adopter ce comportement-là. Donc, on va le visualiser pendant 21 jours. On va le bouger dans le corps avec des mouvements. On va lire des petites phrases, des petits contes. Il y a plein d'outils possibles. Faire des petits points d'acupressure aussi.
en EFT, on peut utiliser plein de choses pour... Ok, donc tu as déjà plusieurs techniques sous ton coude. J'ai entendu point d'acupression, ça m'intéresse puisque je suis aussi praticienne en santé naturelle, j'utilise la médecine chinoise. Ouais, Quel est le lien entre l'acupression et la kinésiologie? La kinésiologie, à la base, c'est un chiropracteur qui a eu connaissance de la médecine traditionnelle chinoise et qui justement s'est dit tiens, si on allait élargir, parce que le chiropracteur à la base il soigne le corps par le corps, si on allait élargir aux autres dimensions émotionnelles justement et mentales, grâce aux tests musculaires qui est leur outil de base à la base, au départ aussi. Et du coup, parmi les techniques d'équilibration, il y a les points d'acupressure. Alors, on n'est pas aussi précis qu'un acupuncteur qui va venir avec l'aiguille au millimètre près. L'acupressure, c'est vraiment le doigt, c'est la digitopressure aussi, digitopuncture, pardon. Et en fait, c'est moins précis, mais on va venir libérer cette zone-là aussi en donnant des petits messages au corps, parce qu'on a constaté qu'il y avait un méridien déséquilibré, donc on va appliquer les points neurolymphatiques, les points neurovasculaires ou les brossages des méridiens qui vont bien pour aller libérer l'énergie dans le corps. Alors, pour rappel, les méridiens, on imagine un petit peu comme une autoroute dans le corps. Exact. On a différentes autoroutes et ces autoroutes vont mener à des organes, mais aussi à des émotions. Oui, des ambiances. Effectivement, derrière chaque méridien, il y a la médecine traditionnelle chinoise, il y attache du coup des ambiances émotionnelles aussi. Et quand on est sur un gros intestin qui est déséquilibré, on va avoir du mal à libérer le passé, on va avoir tendance à ressasser, pas évacuer, voilà. Les rancœurs, l'amertume, tout ça. Donc on va venir stimuler certains points pour que le corps vienne libérer les tensions, puisqu'il les enregistre dans le corps aussi, les émotions. Et on va venir donc les délier et ça va aider sur le plan émotionnel à se tourner plus vers l'instant présent et l'avenir, plutôt que de ressasser sans arrêt le passé, par exemple. D'accord. Très intéressant. On a vraiment un mélange de différentes techniques. On se rend bien compte que toutes les techniques sont utiles. Maintenant, très grande question, j'utilise pas mal de techniques aussi. Oui. J'ai aussi pas mal de gens qui viennent me dire oui, mais j'ai essayé ça marche pas. Oui, mais j'ai essayé ça marche pas. Ça marche pas. J'ai envie de dire, mais est-ce que vous avez vraiment essayé? C'est vrai, c'est la question de la volonté aussi, ouais, effectivement. Et puis en fait, on vérifie aussi en kinésiologie, les gens viennent avec une demande et on va quand même vérifier s'il n'y a pas des bénéfices secondaires, s'il n'y a pas des empêchements à aller vers cet objectif. Parce que du coup, c'est peut-être ça qu'il va falloir déverrouiller avant d'aller directement sur l'objectif, effectivement. Si on met en place quelque chose et qu'au final, on n'a pas traité les parts inconscientes qui veulent pas vraiment résoudre le problème, on en vient à dire ça fonctionne pas. Il y a toujours aussi une part aussi importante dans la relation. Il faut trouver le praticien avec qui on a un feeling. Il y a autant de kinésiologues de kinésiologiques que de kinésiologues. C'est vraiment chacun a ses approches. C'est quelque chose dans lequel on peut y mettre beaucoup d'outils, justement, à partir du moment où on teste avec le corps. Qu'on lui demande vraiment l'approbation et qu'on lui met à disposition tous les outils qu'on a. Ça, c'est de la kinésiologie. Si on commence à venir réfléchir et dire, tiens, je vais appliquer tel outil, là, on est dans quelqu'un qui utilise plein d'outils. Mais la kinésiologie, ça passera par poser la question au corps. Est-ce que le corps est d'accord pour travailler sur ça? Quel est l'outil il choisit? Quelle technique il choisit pour venir? Quelle est la plus appropriée pour aller venir travailler? Et si parfois, je vois que mon panel d'outils, c'est OK, mais je vois qu'on peut avoir une dimension supplémentaire, je vais proposer des techniques que j'ai pas, comme l'hypnose ou quoi, et je vais demander, est-ce que ça serait intéressant de proposer l'hypnose ou l'acupuncture ou voilà. Et je vais proposer à la personne d'aller prendre une séance en complément sur cette problématique, pourquoi pas. Donc toujours en demandant l'avis du patient, on emmène un enfant, on n'oublie pas que l'enfant a aussi des choix à faire. Exact. Selon ce que le parent veut traiter, l'enfant n'est peut-être pas forcément d'accord. Oui. Donc, toi, ta priorité, c'est d'aller en fonction de ce que l'enfant a envie de faire bouger. C'est ça. Parce que son émotion bouge. Est-ce qu'il veut faire bouger cette émotion d'une autre manière?
C'est très important. Il peut vouloir aussi d'apparence, me dire oui, maman, je veux dormir seule. Je suis d'accord. En fait, dans la vérification du corps, il y a des blocages inconscients et du coup, on va y aller en douceur. Et le but, c'est pas que je change son choix, c'est que on voit progressivement évoluer, que lui va vers ce choix parce qu'il y trouve de l'intérêt, de l'autonomie. Il y a quelque chose qui va être stimulé chez lui et on va aller dans son sens. On va pas lui imposer un choix qu'on veut. C'est sûr qu'on aimerait qu'il dorme tout seul et tout ça, donc, mais ça va prendre le temps. Mais ça reste une technique brève en kinésiologie, surtout chez les enfants. Je veux dire, ils ont pas beaucoup de répétitions dans leur vie d'une même problématique. Donc sur les enfants, ce que j'observe, c'est ça peut être une séance, voire 3 séances, quoi. D'accord. Quand chez un adulte, on est sur en moyenne 3 séances. Ok. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, on est dans une technique familiale. Gérer les émotions, ça se gère pas uniquement avec un enfant, mais avec l'ensemble de la famille. Oui. Et on va aller adapter les techniques, les exercices pour chaque enfant, pour chaque personne, de manière à ce que ce soit plus fluide et plus agréable. C'est ça. C'est à l'adulte de s'adapter. C'est pas l'enfant qui doit rentrer dans les cases. Ça fonctionne pas comme ça et ça va faire que créer encore plus de frustration chez l'enfant ou de réactions émotionnelles fortes. Très bien. Eh bien, je te remercie pour toutes ces réponses. Est-ce que tu peux nous dire à quel endroit on peut te rencontrer ? J'ai un cabinet à Saint-Joseph, voilà, dans un petit centre dans lequel on a tout plein de praticiens intéressants, très complémentaires. Voilà, donc, très bien, super. Donc, n'hésitez pas à vous orienter vers des professionnels qui peuvent vous aider justement à aller gérer tout ça, gérer le monde intérieur, le vôtre, mais aussi celui de vos enfants, parce que vous avez vu, tout est lié. Donc, partagez avec les familles qui en ont besoin. Vous êtes même si vous n'avez pas d'enfants, c'est aussi une technique qui est très belle et très, très instructive pour tout le monde. Alors, je vous donne rendez-vous pour une autre émission. Parentalité, on en parle. N'hésitez pas à faire des petits commentaires et nous poser aussi des questions. Ça nous permet de répondre à vos questions. Voilà, à bientôt et merci à Marie-Alix. Merci Lisa. Merci. Au revoir.